Construit dans les années 60 et inauguré le 3 décembre 1966, le bâtiment de l'école de droit est le centre névralgique de notre faculté et notre maison. Aujourd'hui, cette demeure qui en 60 ans a vu passer des milliers d'étudiants va avoir le droit à des travaux importants afin de pouvoir accueillir encore de nombreux étudiants et ce pour les 60 prochaines années. Dans tous ces étudiants passés par l'école de droit, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux étudiants qui ne l'ont jamais réellement quitté. Monsieur le doyen Jean-François Riffard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le doyen de l'école de droit de Clermont-Ferrand et le directeur du master droit civil général. Monsieur Didier Valette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du master droit des affaires, gestion juridique et fiscale de l'entreprise, aussi connu sous le nom de GEFIR. Pouvez-vous résumer en quelques mots votre parcours au sein de l'école de droit? S'il faut commencer, c'est en 1986, septembre 1986, que j'ai tenté, après des études scientifiques au bac, de pousser les portes de ce qui était à l'époque la faculté de droit. Alors je dis tenter de pousser les portes parce que nous étions en pleine grève de vaquer et les portes de la faculté étaient bloquées par des manifestants. Donc je n'ai pu rentrer qu'un mois après. J'ai enfin pu pousser donc la porte d'entrée et, comme vous l'avez souligné, depuis cette date, je n'ai jamais trouvé la sortie. Et ça fait bientôt maintenant 40 ans que j'erre dans les couloirs de cette école de droit après des études somme toute classiques, DUG comme on le disait à l'époque, licence, maîtrise de droit des affaires, DEA de droit des affaires du doyen Jean Stoufflet, et ensuite une thèse de doctorat sous la direction du doyen Stoufflet qui m'a permis ensuite d'intégrer cette belle profession d'enseignant-chercheur. D'accord. Monsieur Valette? Un parcours somme toute quasiment similaire, si ce n'est que je suis rentré par accident à la faculté de droit. En 1982, après des études scientifiques, j'avais projeté un avenir professionnel dans l'armée de l'air, Ah oui, opposé de la faculté. qui m'a refusé. Voilà. Alors, pour des... P4. Alors, Réformé. P4, Réformé P4. O4. O4 à cause d'une anomalie chromatique. Ah, ils ont créé une catégorie pour vous. Ah non, c'est dans le CIGICOP, pour ceux qui ont fait le service militaire, le haut correspond à la vue, et donc j'étais au 4. Je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie, en fait. Et les copains venaient du Puy-en-Velay, puisque je suis originaire de la Haute-Loire, venaient du Puy-en-Velay pour faire leurs études à Clermont-Ferrand. J'ai suivi le troupeau. Et puis, finalement, je me suis découvert une vocation pour le droit des affaires en particulier. Tout à l'heure, Jean-François a cité le doyen Stoufflet. Effectivement, en 3e, 4e année, on avait eu le plaisir d'avoir comme enseignant Yves Chaput, qui ensuite est parti à Paris, Jean Stoufflet. Et effectivement, j'ai effectué le DE droit des affaires, une thèse sous la direction du doyen Stoufflet en droit financier. Et j'avais fait aussi une formation en management à l'époque. Je devais finalement partir de la banque et j'ai été rattrapé par le doyen qui m'a convoqué dans son bureau pour m'inciter fortement à me présenter à la maîtrise de conférence, ce que j'ai fait, et je suis resté dans les murs. Donc je n'ai pas quitté la faculté depuis 1982. Tu erres dans les couloirs depuis encore plus longtemps que moi. Fait partie des murs, quoi. Voilà, c'est ça. Si je puis me permettre, ce qui est intéressant avec ce que dit Didier, c'est qu'on est d'une époque où on rentrait très souvent à la faculté de droit plus par accident que par vocation. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, à moins d'un atavisme familial qui, de père en fils, poussait les gens à devenir avocats ou notaires, on rentrait à la fac de droit sans savoir du tout à quoi ça correspondait. Et on rentrait, en tout cas c'est mon cas, plus parce qu'on voulait fuir autre chose. Comme je l'ai dit, j'étais en études scientifiques, et alors, à partir du moment où un fou en blouse blanche m'a expliqué, a essayé de me convaincre que I au carré égale -1, Oui. là mon monde s'était effondré et j'ai fait un blocage total par Compréhensible. rapport aux maths, à la physique. En terminale, j'ai explosé. Donc il était hors de question pour moi que je continue dans les études scientifiques. Et là aussi, comme pour Didier, on se pose la question, que faire?
bon, c'est pas trop mauvais en philo, en histoire, etc. On dit, bah, pourquoi pas la fac de droit pour éventuellement faire Sciences Po après. C'était Ou passer les l'objectif. concours à l'époque Ou passer de les- commissaire de police, c'était Voilà, le voilà. grand objectif de certains. Voilà, donc on pousse la porte de l'école de droit et là on découvre des matières, des choses qu'on ignorait totalement. Et alors que initialement j'étais rentré pour éventuellement aller sur un cursus plus Sciences Po, hein, comme le fils du professeur Georges Rouette, qui est un de mes amis, Thomas Rouette, avait fait. Je me suis dit, bah, non, c'est pas fait pour moi, j'ai découvert le droit privé et ainsi de suite. Voilà. J'insiste sur le fait qu'on a eu des maîtres. Oui. Tu parles de Georges Rouette, on parlait de Jean Stoufflet, on parlait d'Yves Chaput, d'Anne-Marie Somme, tous ces gens qu'on a tous gardés en souvenir. Parce Oui, que- c'est des noms qui résonnent encore dans les couloirs. Hein. Complètement. Oui. ouais. Ah oui, ils ont marqué des générations d'étudiants. Hein. Et finalement, donc voilà, on s'est inscrit dans une démarche de carrière universitaire. On a voulu rester étudiant quelque part. Oui. Oui. C'est un peu ça. Bon, maintenant, Et vous alors, les je ne sais notez pas toi, les mais étudiants. je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. Ah, moi non plus. Je vous propose pour commencer, si vous avez une première anecdote ou une qui vous viendrait comme ça, là, d'un coup. J'ai une révélation à faire Allez-y. au sujet de la carrière du doyen Riffard. Il Ah. aurait pu entrer en politique. Il aurait pu. Oui. Fut un temps, il s'était présenté à des élections. Mhm. C'est vrai. Alors, élection au conseil de gestion de la faculté de droit. Non. Alors, je t'arrête, parce que j'ai toujours visé beaucoup plus haut. C'est le conseil d'administration de C'était l'université. les conseils d'administration de l'université. On avait une liste pour le conseil d'administration et Le une autre nom. liste qui était... moi, j'étais sur celle du conseil d'administration et l'autre, puisque tu vas le dire, c'était les listes Casimir Du Burki. Ah, mais Et- c'était Casimir, oui. Et Casimir l'autre, Burki. c'était... Ah oui, était d'accord. à la tête de cette deuxième liste, celle qui est devenue et qui est mon épouse. Mais bon, la deuxième liste, il y a eu un tirage au sort avec l'UNEF et Vous avez perdu. on a perdu. Mais on a gagné sur le... Ah, Je donc me se rappelle de déguiser cette en Casimir, campagne. ça n'a pas suffi. Pardon ? Se déguiser en Casimir, ça n'a pas suffi. Ah, sur la deuxième liste, non, mais sur la première. Donc, j'ai en effet une photo où le candidat de cette liste, une espèce de saurien orange, serre la main de celle qui était à l'époque la présidente de l'université d'Auvergne. Non, c'était Clermont 1, puisque Clermont 1, l'université à d'Auvergne, ça a été l'année suivante, puisque c'était au conseil d'administration qu'on avait décidé. Annie Annie Rouette. Annie Non, Rouette. c'était Ah oui, Annie, Annie c'était Annie Rouette. Rouette. Ah ouais. C'était le début d'une grande carrière. Mais on avait fait une belle campagne, hein, puisque ma mère avait passé des heures à coudre le costume de Casimir. Donc j'avais la tête de Casimir avec un casque de tankiste qui est fait en papier mâché avec 2 yeux balles de ping-pong. Et comme le dénommé Casimir, pour ceux qui connaissent, est doté d'un certain embonpoint que je n'ai pas, moi à l'époque, j'avais été obligé de mettre une grosse doudoune avec 3 oreillers voilà, sous le déguisement. Et je dois avouer qu'en fin de journée, c'était très dur. C'était très dur. Et là, j'ai toujours une pensée émue pour ceux qui sont dans les marionnettes à Disneyland Disneyland, Paris, parce que là, j'ai vécu ce qu'ils vivent et c'est très compliqué. Je pense Et que on allait dans chaque amphi. Alors là, on avait une belle équipe. On mettait en plein cours la musique. Et j'arrivais par le haut de l'amphi, déguisé donc en Casimir, avec des camarades qui avaient des t-shirts votés Casimir Burki. Non, une campagne à l'américaine. Belle campagne. le budget de campagne est passé dans les t-shirts Ah, Casimir. Là. Ouais. Cette anecdote, on l'a globalement eue. Je ne vous dirai pas par qui. Mais l'année dernière, on vous avait fait justement une interruption d'amphi Oui. avec Casimir. Et c'était Et aussi... régulièrement, je vois réapparaître. Il y a quelques années, j'avais eu cours le 1er avril. Le 1er avril, et alors on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Je trouve un petit peu triste que les étudiants ne fassent aujourd'hui plus rien pour le 1er avril ou autre. Bon, c'est un petit peu mon sentiment, mais vous allez peut-être me contredire. Ou le Mardi Gras. Et voilà. Et j'avais décidé de maintenir un petit peu la tradition, et j'avais cours avec les L3.
en droit des sûretés. Et j'avais fait tout un développement sur le cautionnement irréel. Donc j'avais fait le cautionnement réel et après j'avais dit oui, mais la Cour de cassation vient dans l'arrêt Merlu contre Fischer récemment de valider la notion de cautionnement irréel, c'est-à-dire une sûreté prise sur l'image subliminale d'un patrimoine dans l'esprit du débiteur sur lequel. Et là, je pensais que les gens allaient commencer à réagir. Que nenni, les étudiants continuaient doctement à écrire, etc. Bon, moi, je continue, toujours aucune réaction. Bon, après, je rembraye sur le cours normal et à la fin du cours, je leur dis, voilà, j'avais fait le pari avec certains collègues qu'un cours en robe avec un ton un petit peu monocorde et un ton assez docte, on peut vous faire avaler n'importe quoi. J'ai gagné mon pari. Sur ce, bonne journée. Donc, ça les avait... Et la semaine suivante, je reviens en cours et sur mon bureau, j'avais une photocopie d'un Casimir avec marqué « Casimir, tu nous as peut-être eu, mais nous nous vengerons ». Et les 3 points de suspension. Ah, mais je pense qu'aujourd'hui, la fameuse photo que vous évoquiez de vous en Casimir, je pense que si elle sort, beaucoup seraient prêts à payer très cher pour l'avoir. Oui, mais alors je la retrouve pas. Ah, oui. Même moi, il faut que je regarde dans mes archives, mais ça fait un petit moment que je la cherche. Je me demande si nous n'aurions pas dû venir avec nos avocats. Ah, bon, on pourra faire ça après. Ouais. Oui. Ah oui, parce qu'en anecdote... T'en as aussi. Hein, mais j'en ai une au sujet des interviews. Allez-y, je pense savoir où vous voulez en venir, et avec plaisir. Il y a très précisément 30 ans, c'était la précédente interview que j'ai accordée à des étudiants. Vous êtes les deuxièmes. La même association. La même association qui, à l'époque, était présidée par un certain Laurent Rosier, qui est devenu bâtonnier, que tout le monde connaît. Et Laurent avait décidé de me proposer de m'interviewer pour me demander, j'étais à l'époque jeune, puisque c'était en 94, je crois, 95, j'ai été nommé depuis 2 ans. Et il avait pris comme prétexte une interview. Alors à l'époque, c'était pas dans un studio aussi élaboré que ça. On était dans l'ancienne salle des profs de la Rotonde à l'époque, avec son mobilier stalinien, une déco assez basique. Oui, basique et même à tendance dépressive. Voilà. C'est ça. Avec des coloris vert olive, des canapés en simili, en sky marron, enfin bref. Et l'odeur du rue qui était à côté. Et l'odeur du rue qui était sous l'Amphix à l'époque. Et donc, il organise cette interview, filmée avec une caméra VHS à l'époque, et me posait des questions sur mon parcours, sur ci, sur ça. Et en fait, ils ont trafiqué l'interview, ils ont changé les questions au montage, et ils ont diffusé la vidéo sans me l'avoir montrée au gala de la fac. Autant vous dire que j'en ai un mauvais souvenir. Non, je plaisante parce que je l'ai bien pris, mais ils avaient été assez taquins sur le type de questions qu'ils avaient substituées aux questions originales. Ah oui, il devait avoir un peu d'imagination à l'époque, oui. Beaucoup. Alors, beaucoup. D'ailleurs, un point, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait le sentiment, alors pas que les étudiants sont un petit peu plus tristes qu'avant, mais c'est différent. Et tu as mentionné les galas. Mm-hmm. Les premiers galas de droit, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait les rotondes d'or qui étaient distribuées par les étudiants aux enseignants, mais surtout qui s'accompagnaient de numéros, d'imitation, de dérision concernant certains enseignants. Un peu un roast à l'américaine. Oui, voilà, c'était l'occasion pour les étudiants de se moquer gentiment, de se lâcher un peu contre les... et c'était très bien. Alors, ce qui était le plus amusant, c'est que vous aviez toujours des enseignants qui disaient « Oh, ils sont durs, etc. » et qui l'avaient un petit peu mauvaise. Ce n'étaient pas ceux dont les étudiants se moquaient, c'était ceux qui n'étaient pas visés
et qu'il le prenait En encore fait, plus mal, en disant tiens, moi je ne suis pas de ceux dont on se moque, donc je ne suis pas apprécié des étudiants, etc. Ceux qui l'avaient le plus mauvais, c'était ceux qui n'étaient pas visés. Et ça, c'était amusant. Il y avait des sketchs, des tournements. Tu as parlé d'interviews, d'interviews. des chansons, des sketchs, effectivement. Mais Rosier était très, très prolifique sur ce sujet. Oui, mais c'est comme nous. Vous regardez, interne au BDE, il y a quelques années, on avait retrouvé Un Tellement Vrai. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Un Tellement Vrai qui avait été tournée avec des étudiants du BDE. Donc on voit le local de l'association dans une autre époque. Et on voit l'habitude des étudiants, à l'époque où ils faisaient des soirées. Aujourd'hui, on fait généralement le gala au Cosmo. À l'époque, ils le faisaient à la B-Box. Non, comment c'était Les il y a eu le premiers, Zénith. Il avait fait au Zénith. il y a eu le Casino de Royan, Ouais. l'un des premiers d'ailleurs au Casino de Royan. Alors je t'arrête. Non, le premier. L'un des premiers. Le premier. Je suis Je me souviens, on était étudiants, on connaître. Il était dans le hall Oui. du bâtiment. Du bâtiment Mitterrand. ici, oui. À D'accord, Mitterrand, oui. Voilà. On Dans est le pas sur hall. le même confort là. Ah oui, Ouais. vous imaginez ce que ça pouvait donner. Mais ça devait être en 87-88. J'aimerais aussi revenir sur une chose dont vous parliez au début. Vous avez dit des noms qui résonnent encore dans la faculté. Si je vous dis doyen et prise d'otage. Ah, Tu vas te parler, toi, tu sais. oh, je n'y ai pas assisté. Oui. J'étais pas encore à la faculté à l'époque. C'était dans les années 80, le début des années 80. Non, 70, Non, pardon. non, 70, 70, 70 c'était... La mouvance des années 73. Ouais. Non, c'était pas en 68, hein, c'était en 73, Ouais, de mémoire. C'était la réforme, à l'occasion d'une réforme universitaire. Et ça tombe... C'était pas lors de la scission entre Paris et Ah, Clermont-1 et la scission des universités, hein, puisque aujourd'hui nous avons une seule université, l'université Clermont-Auvergne, mais pendant très longtemps, Clermont-Ferrand a eu deux universités D'accord, oui. qui sont appelées, c'était très original, Clermont 1 et Clermont 2. Oui. Ensuite, elles ont été baptisées Université d'Auvergne Blaise Pascal aussi. Blaise Pascal. et l'Université Blaise Pascal. Et les scissions, d'ailleurs, n'étaient pas propres à Clermont-Ferrand. Hein. Il y a eu beaucoup de scissions d'universités en France à l'époque, dans un contexte très politique. En gros, si on peut schématiser, on a eu les universités de gauche et les universités de droite. C'était un peu schématique, mais c'était un peu Oui. ça. Et à l'époque, donc l'université Clermont s'est constituée autour du pôle médecine, droit, pharma, odonto, sciences éco, voilà. Ouais. Et un certain nombre d'étudiants, manifestement, vivaient cette scission très mal, ou en tout cas, l'idée de se rapprocher d'une médecine. Et il y a eu des mouvements menés par des leaders charismatiques, on va dire ça comme ça, qui ont fini leur carrière en tant que soit universitaires, soit avocats. Enfin, j'ai deux noms, hein. Enfin, je ne vais Oui. peut-être pas les livrer en Non. pâture, mais Non. et qui ont en fait procédé au kidnapping du doyen. Enfin, Jean quand je dis Stoufflet. kidnapping, Oui, on oui, précise c'est que Jean c'est pas le Stoufflet. doyen Riffard. Non. C'est ça. Qu'ils ont enfermé en J'étais à réalité l'école maternelle à cette voilà, époque. dans son bureau et qu'ils ont retenu en otage. Voilà. Tout simplement. Alors d'ailleurs, à la suite de ça, petite anecdote, il y a une porte qui avait été installée, une sorte d'issue de secours Alors, au fond d'un Vous précisez placard. que vous occupez le bureau maintenant, vous pouvez oui. confirmer ou infirmer. Alors, il y a cette fameuse porte Au fond du capitonnée, pendu. et c'est Voilà, vrai, qu'elle était très mystérieuse et que courait le bruit que c'était l'issue de secours permettant l'exfiltration du doyen en cas de péril. Alors, c'est à moitié vrai, à moitié faux. Elle n'avait pas été prévue comme telle à l'origine, parce que cette ouverture existait dès l'origine. Mais c'est vrai qu'elle permettait l'accès à une panic room. Alors, la panic room étant les toilettes Oui. privées du Du doyen, Bon. qui se trouve derrière la porte, qui est descendant, et ça donne dans cette petite salle. Donc, qui est aujourd'hui toujours enfin, qui a sa physionomie de toilette, mais qui n'a plus cette fonction. Pour preuve, c'est que si on pousse la porte des 10 toilettes, on tombe sur une cave à vin. Oui.
qui avait été installé il y Ça a peut servir pour une quelques années par Je suis un pas de certain mes que ce soit très prudent de le dire. prédécesseurs. Voilà, il y a une cave à vin qui fonctionne toujours, mais bon, on n'a plus guère de bouteilles. Mais c'est vrai que ça permet de sortir de son bureau de manière discrète. Alors là, maintenant, elle est murée suite à des fuites. Bon, elle a été transformée en bar secret du doyen. Mais ça non plus, on ne peut pas le dire. Mais c'est comme la Batcave, c'est. Voilà. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, alors il y a des recoins du bâtiment qui sont assez peu connus, Oui. et notamment l'accès à l'amphi Michel l'Hospital par l'arrière, par la chaire, à l'arrière de la chaire, Oui. on descend, il y a un escalier. Avec la loge. Et beaucoup de nos collègues avant, je pense en particulier à Stoufflet, utilisaient l'escalier intérieur pour accéder à l'amphi, à la chaire de l'amphi, par le bas. En fait, ils descendaient jamais dans les escaliers de l'amphi. Cette tradition s'est perdue. Pas tellement, mais elle s'est perdue surtout parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ignorent l'existence de cet escalier. C'est vrai que l'architecte ou les architectes de ce bâtiment, vous les avez mentionné, années 60, donc il y a une équipe de trois architectes. Le premier, c'est l'architecte Baudouin, parisien, qui était membre de l'Institut, qui a été le chef de file, mais qui avait été épaulé par deux architectes locaux bien connus, Valentin Vigneron et la tour d'Auvergne. Ils se sont fait plaisir, semble-t-il, parce que j'ai rarement vu, et là, lors de l'étude patrimoniale, la conclusion a été la même, un bâtiment aussi biscornu. Vous aurez constaté qu'on avait des demi-paliers, Oui. avec un ascenseur qui s'arrête au demi-palier. Donc, pour l'accès PMR, aujourd'hui, c'est très problématique. Ah, vous avez l'ascenseur. Vous mais pas avez... l'accès. Oui, alors, après, il y a le nouvel ascenseur. Il y a des coins, des recoins, des couloirs secrets. Même moi, là, on fait encore pour les travaux, des visites. Je découvre encore des salles, des accès secrets. Non, c'est un bâtiment assez mystérieux, assez fascinant. Il faut quand même pas oublier que historiquement, ce bâtiment avait été construit et commandé dans les années 60 pour notamment aussi installer l'École nationale des impôts, la fameuse ENI qui est devenue l'ENFIP aujourd'hui, et avec laquelle on partage les bâtiments. C'est un bloc ensemble. C'est un ensemble, voilà. L'ensemble a été réparti entre la faculté de droit et de sciences économiques, comme elle s'appelait à l'époque, et l'ENI. Et il semblerait qu'il y ait eu une forme quand même de mainmise de l'ENI, enfin en tout cas du ministère des Finances à l'époque. Mais ils ont eu le jardin. Oui. Ils ont eu le jardin. Le jardin. La Le devanture jardin aussi, intérieur, c'est quand même eux. Ah oui, et puis même leur devanture est un peu plus travaillée quand même. Ils ont Vous un voulez travail parler de la ces pierre magnifiques sculptures magnifique. Je sais, enfin, c'est pas le débat, Vous mais parlez on dirait le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous parlez pardon, mais je mets des guillemets, du pilier du hall de la fac. oui. De Dasquin. Dasquin, oui, Ouais, c'est notre œuvre d'art. Oui. C'est une œuvre d'art, alors qui a d'ailleurs... je me demande comment on a pu précisez accepter... que vous parlez du pilier qui est à côté de l'accueil, la Alors, structure métallique. J'ai dit pilier entre guillemets, car il s'agit d'une œuvre d'art, ce n'est pas un pilier. Donc il a aucune fonction structurelle. Si, Si, mais en réalité, c'est une œuvre d'art. Voilà. D'accord. D'ailleurs, à une époque, nous avions reçu une injonction visant à préserver l'œuvre d'art, puisque beaucoup d'étudiants, d'associations étudiantes, les services de l'administration scotchaient tout et n'importe quoi sur le pilier. J'étais obligé de le rappeler. L'architecte des bâtiments de France s'est arraché les cheveux parce que le référent sécurité de l'UCA a placardé le plan d'évacuation sur l'œuvre d'art. Donc on lui dit non, ça c'est pas possible. Bon, ça tiendra jusqu'à la fermeture du bâtiment, mais bon, il a été bien prévu que dans le cadre de la rénovation du hall, toute la majesté de cette œuvre d'art sera restituée. J'ai quand même appris qu'il s'agissait d'une œuvre d'art au bout d'une quinzaine d'années de présence dans les locaux. Ah oui. Alors je fais un peu peu mieux que vous, valeur, c'est vrai. Je fais un peu mieux que vous, mais je l'avais appris quand on faisait les journées portes ouvertes. Parce que très honnêtement, j'avais jamais levé la tête. Les étudiants n'ont pas forcément conscience de toutes les œuvres d'art qu'il y a à la faculté. Ne serait-ce que la bibliothèque universitaire, à la BU, on a des fresques. Je trouve un peu moins pertinentes, mais on a des fresques qui sont aussi des œuvres d'art classées, et on va parler à la fin des travaux, mais ces œuvres d'art classées, vous devez les conserver, donc c'est aussi à prendre en compte pour les travaux. Ah oui. Et on a aussi la fameuse tapisserie en salle des actes. Alors, des manufactures des Gobelins. Gobelins.
Et on a la statue de Bourdelle. On a 3 œuvres d'art. Ouais. Oui, oui, bien sûr. La statue donc, qui va être elle aussi remise en état et mieux valorisée dans le cadre de la... Même si elle est sur le perron, la sculpture de Dasquin et la tapisserie, la justice. La justice. La France, saluant les juristes, qui est en fait, c'est une des 7 épreuves qui ont été réalisées à l'époque par Bourdelle. Et pour la petite anecdote, il y en a une qui a disparu dans un attentat en Algérie à l'époque des mouvements de l'OAS, D'accord. puisqu'une des épreuves était installée sur l'esplanade qui domine Alger. Et l'OAS avait plastiqué cet exemplaire. D'accord. Donc il ne reste plus que 6. Alors, il semblerait que les morceaux de la première, enfin celle qui a été plastiquée, aient été récupérés, mais enfin, voilà. Et j'annonce que nous allons, dans le cadre du nouveau bâtiment, accueillir une 4e œuvre d'art. Alors, je ne suis pas un grand fanat, je dois l'avouer, mais bon. Il y a une peinture monumentale qui avait été offerte à l'université par Brailleur. Donc c'était une commande sur les universitaires et les savants qui doit faire 4 mètres sur 3, qui a été retrouvée à Carnot, dans le bâtiment de Carnot. Et là, le président cherche un endroit pour l'afficher. Alors, il pensait à la salle des actes, mais on ne peut pas mettre la tapisserie d'un côté et le braillard de l'autre. Donc, on s'est tous mis d'accord. Elle sera affichée au-dessus de l'entrée de la BU. Ouais. Dans les escaliers, voilà. Oui, il y a la place. Oui, je vois très bien cette Moi, tapisserie. j'avais plutôt le projet de passer un accord avec les Beaux-Arts et autres pour faire un beau graphe. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Il faut qu'on fasse de la place pour le brailleur, on fera de la place pour le brailleur. Puisqu'on parle des bâtiments et des bâtiments emblématiques, vous ne l'avez pas connu, nous avons fréquenté, la Rotonde. Nous avons usé nos fonds de culotte sur les bancs des amphis de la Rotonde, de l'ancienne Rotonde qui a été rasée en 2000 et qui a été remplacée par le fameux pôle tertiaire que vous connaissez tous aujourd'hui. Ce bâtiment était assez quand même magique. Alors, bien sûr, du point de vue de la sécurité incendie, La commission de sécurité ne passait plus voilà, à la fin. c'était clair, parce que bon, on avait aurait- des amphis en bois, Ah oui. Et un rue en dessous. et avec Oui. un rue, on sent. Donc des cuisines. Ils faisaient Voilà. les frites Oui. en dessous de l'amphi pendant les cours. Autant vous dire que, à l'époque, les gens fumaient dans les amphis. Oui, quand même. En Ah, bois. d'accord. Eh oui, On le eh répète. oui, eh oui, les gens fumaient dans les Il amphis. y avait une vraie volonté de faire brûler la fac ou c'était. Non. C'était Non, c'était naturel. c'était l'esprit Ça pose- rebelle des juristes. Hein, Ça voilà. ne posait pas de problème. Non, C'était voilà. dans l'air du temps. Voilà. C'était dans l'air du temps. Et, Toi comme et- moi, on a eu des profs qui fumaient Ah, pendant... qui fumaient pendant les cours, oui. Pendant Oui, les oui, cours. pendant D'accord. qu'ils faisaient cours, le prof fumait. On avait même un certain économiste qui fumait la pipe, lui, dans son amphi. C'était. C'est pour ça que les amphis ont le toit si haut. En fait, c'est pour les fumer. Ouais, alors en fait, historiquement, ce bâtiment était une rotonde SNCF. C'était un lieu de stockage et puis après, ça a été utilisé comme dépôt et en fait réaffecté à l'époque où justement la faculté, le bâtiment principal de François Mitterrand a été construit. Alors nous on dit Gergovia. Pourquoi ? Parce que le boulevard s'appelait boulevard Gergovia à une époque. Il a été rebaptisé boulevard François Mitterrand. En réalité, c'est boulevard Gergovia pour nous. Voilà. Et à l'époque où ce bâtiment a été construit, il a fallu reloger, déplacer des étudiants. Donc ça a été la Rotonde. La Rotonde, c'était quand même un lieu assez curieux. Hein. On avait des amphis qui étaient baptisés avec des lettres. Il y avait le X, le V, le T, voilà, le Y. Et l'amphi X a été l'amphi dont tous les étudiants en droit qui sont passés par Clermont-Ferrand se rappellent. Oui. L'amphi X, une capacité phénoménale, une ambiance de fou. Oui. Vous demandiez des anecdotes, mais sur l'amphi X, il y en a beaucoup qui reviennent à l'esprit. Alors, il faut savoir qu'il était de plein pied et qu'il avait Des entrées. une entrée avec des portes battantes, notamment une qui donnait sur l'extérieur. D'accord. Et en face, une autre qui donnait sur un couloir. Le nombre de fois où il a été traversé Par des motos par des motos, et une voiture. absolument. Une voiture. Alors, Alors, 500. une Fiat 500, c'était en 81 de mémoire, 80 ou 81. Je connais une partie des auteurs avec lesquels je dois déjeuner dans 15 jours, parce que les anciens, on se retrouve encore. Et il est vrai que, bon,
Et vous faisiez des tours d'amphix en Fiat 500. Alors là, Alors, elle n'a pas roulé, elle a été portée. portée. Elle a été portée, oui, parce que ça ne servait pas à grand-chose de la Voilà. faire rouler. Elle a été portée. Après, dans le c'était- couloir, c'était... La moto, si les motos passaient passaient, régulièrement. ouais. Voilà, ça c'était Oui, c'était un raccourci pris par beaucoup de gens, en fait. Et puis il y avait aussi mécanique. quelque chose qui était assez classique, notamment lorsqu'on avait des professeurs que l'on appréciait un petit peu moins que, On les que appréciait les quand autres. même Ouais. C'était le lâcher de billes dans les escaliers. du haut de l'amphi, Du haut de l'amphi. un amphi Oui, en ça devait faire bois, un vacarme. Ah bah, de lâcher des impossible. billes. Ah oui, Oui, là, oui. ça fait... Oui, oui. un Et effet, je me rappelle de lâcher de billes dans un amphi avec une professeure de droit civil qui est devenue ma collègue par la suite. Et il a bien fallu que je... oui, oui. Enterrer la J'avoue, guerre. j'avoue. Et non, mais c'était une ambiance assez particulière. On a eu alors une anecdote qui concerne un ancien bâtonnier qui est malheureusement aujourd'hui décédé, qui était le pénaliste de la maison à l'époque, le bâtonnier Doucet. Voilà. Mhm. Et Yves Doucet assurait les cours de droit pénal en deuxième année, et notamment dans l'amphix. Et un jour, une bande d'énergumènes avait décidé de lui faire une petite blague. Dans l'amphix, il y avait donc un faux plafond avec des dalles, et ils avaient désigné un des étudiants qui pesait tout mouillé 45-50 kilos pour passer par le faux plafond. Mhm. Il a parcouru tout le faux plafond jusqu'à se positionner au-dessus de la chaire où Doucet faisait cours. Au début du cours, ils sont allés lui apporter une couronne mortuaire en la déposant sur le bureau. Elle a été fabriquée sur mesure, signée Furax. D'accord. Et à un moment donné, celui qui était perché au-dessus des faux plafonds a enlevé une dalle et il a lâché un sac de farine par la dalle. Doucet l'avait assez mal pris. D'accord. Oui, ça se comprend. Mais le jour où il y a eu la fameuse soirée de célébration de la démolition de la rotonde, alors ça c'était une grande soirée ça, Doucet avait ramené la couronne mortuaire qu'il avait gardée. Oui. Voilà. Il cherchait encore les coupables. Non, il les connaissait, mais Oui, sur le coup, il a été Vous un les peu connaissiez agacé. peut-être. Ah oui. Oui. Alors moi, j'en faisais pas partie. Hein. Oui. J'en faisais pas partie, mais alors en fait, ils étaient tous à peu près du même clan. Que ce soit pour les motos, les voitures ou les conneries, c'était en gros l'association sportive de la fac de droit Sciences Éco, particulièrement, je sais pas pourquoi, L'équipe de rugby. l'équipe de rugby. Voilà. Dont le siège, tiens, j'en profite pour en parler. Le siège était dans un bistrot qu'on appelait Mimile, chez le père Mimile, qui était en face de la rotonde et qui là vient d'être rasé. Oui. Hein, donc ça, encore un bâtiment emblématique qui disparaît. Ouais. Mais sociologiquement, c'est intéressant parce que tu disais que tu vas rencontrer encore ceux qui étaient À l'époque. à l'époque les auteurs de ces blagues, etc. Mais c'est comme en médecine à l'époque, ceux qui faisaient les vraies blagues de carabin, c'était pas les cancres. Non. C'était pas les cancres, c'était généralement de bons étudiants, voire les meilleurs, et qui ont par la suite très bien réussi. Donc, On est une voilà. grosse dizaine, on se retrouve régulièrement. On a fait nos études. Alors certains étaient même un peu plus vieux que moi, ils étaient rentrés l'année précédente. C'est des gens qui avaient fait leurs études à partir de 81, Parce que 82. ces blagues nécessitaient Un peu d'intellectuel. de l'intellect, il fallait faire le plan, après il fallait trouver la logistique, bien planifier les choses. Non, ça... Alors parfois les conneries, en fait, on les ratait un peu. Vous avez des regrets? Non, mais j'ai en mémoire une très belle anecdote. Vous en vouliez? Vous savez que chaque fois qu'il y a des réformes universitaires, il y a toujours des étudiants dans la rue. Bon. Les étudiants en droit n'étaient pas très motivés, mobiles sur ces sujets-là, à l'exception de l'année 1984 de mémoire, 83 ou 84, à la suite d'une réforme portée par le gouvernement du socialiste et communiste de l'époque. Hein. Et évidemment, les étudiants en droit sont mobilisés, eux. Ils n'étaient pas contents. Voilà. Et il y a des opérations commando qui sont montées, dont une opération commando qui visait à murer l'entrée du siège d'EDF qui, à l'époque, je ne sais pas s'ils y sont toujours, était vers la place des Buges. Donc là, un commando est organisé, une quinzaine de personnes, un véhicule, une 2 chevaux en l'occurrence, est trouvé,
Les étudiants n'avaient pas de voiture à l'époque. Oui, puis il ne faut pas prévoir de course-poursuite parce qu'une 2 chevaux. Alors, vous allez voir la suite. Parce que l'idée, c'était de murer. Donc, il nous fallait préparer du ciment, enfin du béton. On a une grande poubelle qu'on a mis dans la 2 chevaux, avec de la flotte, du béton. Et puis, tout ce petit beau monde se donne rendez-vous. On avait tout planifié. On avait recruté des vigies placés dans le quartier, à des coins stratégiques pour repérer les patrouilles de police. On a monté le mur. J'y étais, c'est pour ça que oui, j'allais vous dire, faites attention, vous avez dit on. Oui. On a monté le mur, il était très, très, très joliment monté avec des parpaings, c'était très, très joli. Et puis on avait décidé de signer notre méfait. On avait confié le soin à un de nos compagnons d'infortune, vous allez comprendre pourquoi, d'aller acheter de la peinture pour taguer. Oui, signer notre méfait. Bon, il s'est tenté, il a acheté du vernis incolore. Ça nous a sauvés. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on était en train d'achever le mur, on a fini la dernière rangée de parpaings, on voit débouler. Mais quand je dis débouler, c'est excessif parce qu'il roulait au ralenti. La voiture de patrouille de ce qu'on appelait à l'époque la BSN, qui était l'ancêtre de la BAC, voilà, avec le chien. Oui. Il s'arrête devant nous et il nous demande ce qu'on fait là. On leur explique qu'on revendiquait. Et là, évidemment, ils nous disent, allez, contrôle de police. Tout le monde s'éparpille un peu dans tous les sens. Ils appellent du soutien et certains se font interpeller et finalement, tout le monde se rend. La solidarité étudiante. Hein. Oui. Donc, on s'est retrouvés une quinzaine rassemblés devant les chiens de la police. Bref. Et ils appellent Norbert 21. Alors, Norbert 21 était le nom de code du panier à salade pour embarquer tout le monde au commissariat. D'accord. Et on a même le fils de l'ancien procureur de la République qui faisait partie de l'équipage. Il y a eu un coup de téléphone donné au commissariat par un certain doyen René C, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. Et en fait, on s'est retrouvés en garde à vue, au milieu des péripatéticiennes et des clochards. Oui. Et on a eu une chance inouïe, c'est qu'en fait, la bombe de vernis incolore nous avait sauvé un petit peu parce que ils ont dit, les murs, c'est pas très grave, mais le tag, c'est grave. Alors grave, on le lit pas, donc nous sommes relâchés et en même temps, il fallait savoir qu'il y avait 2 étudiants en dentaire qui venaient de commettre un méfait beaucoup plus grave. Ils étaient en train de mettre des bandelettes à plâtre sur la statue du général Dezay, qui est sur la place de Jaude. Ils avaient terminé de l'embaumer, il était en forme de momie. Et une patrouille de police passe aussi à ce moment-là, les interpelle, leur demande de descendre, et eux, ils ont tagué, mais avec des vraies bombes de peinture, ils ont tagué les policiers. Autant vous dire qu'ils sont rentrés à plat ventre dans le commissariat de policiers. Il n'y avait plus de place pour nous. Et ils sont rentrés sans que les pieds touchent le sol. C'est ça, voilà, c'est ça. Et on est reparti. Ils sont passés par la case départ et ça prend les 20 000. Voilà, donc petite expérience de garde à vue. Ça n'a pas laissé de traces. Hein. Non. Après, c'est une belle preuve qu'on peut quand même, à la fin, finir directeur de master, avoir une belle carrière en tant qu'enseignant. C'est ça. C'était juste un TD de procédure pénale. Hein. On a mis en pratique nos connaissances. Tout, on était en 2e année à l'époque. Donc c'était 84, effectivement. Mais aujourd'hui, des choses comme ça, vous en parliez, je pense qu'on est globalement plus calme. Il n'y a plus de déguisement. Ah oui. Il n'y a plus de déguisement. On avait une troupe de théâtre à une époque. Il y avait une troupe de théâtre. Ça a été relancé l'année dernière par l'association, mais les troupes de théâtre. Les troupes de théâtre, le déguisement, il n'y en a plus. Quand j'étais étudiant, on venait déguisé. Moi, je suis venu en cours déguisé en code civil. Je suis venu déguisé en sapin de Noël. Avec un magnifique loden, avec des guirlandes et à la place des chaussures, des boîtes en carton, cadeaux. Et puis toujours le casque avec les branches de sapin. Alors, pour l'anecdote, j'avais pris pour venir la voiture alors que mes parents l'avaient interdit. Et en revenant, bien entendu, j'ai eu un accrochage. Et les copains m'ont dit, ah bah tiens, on t'a vu, bah oui, un sapin de Noël qui dresse un constat. Voilà. Et on parlait tout à l'heure du 1er avril. Bon, j'avais tenté il y a quelques années, je vous ai narré l'anecdote de relancer. Après, c'était tombé. Et l'année dernière, c'est suite à une conversation à la Fête nationale du droit à Vannes. J'avais mon collègue Laurent Gamet, doyen de UPEC, Paris 12 Créteil, qui était avec ses étudiants. Et on parlait de ça. Il me dit, ah bah tiens, moi j'ai fait
une blague de 1er avril l'année dernière. Les étudiants étaient « Ah oui, monsieur le doyen, c'était extraordinaire ». Bon, lui, il était à côté de l'école vétérinaire de Maison Alfort. Et donc, il avait fait passer un message en disant cette semaine, à la demande de l'école vétérinaire, nous allons accueillir une girafe, puisqu'ils n'ont pas la place. Merci de ne pas nourrir la girafe. Et donc, les étudiants ont cherché. Et moi, ça m'avait fait un petit peu penser, et vous vous en souvenez Oui. sans doute. Je me suis dit, tiens, je vais relancer ça. Et je vous ai fait passer le message Avec les lumières voilà, UV. en disant que nous avions obtenu un financement européen nous permettant de modifier l'intégralité du système d'éclairage du Des bâtiment Mitterrand et que c'était désormais un système de luminothérapie qui imitait les rayonnements solaires et que dans le cadre de l'installation de ce nouveau dispositif, la société Light of Fish, qui était en charge du marché, allait devoir pousser ce nouveau système à son maximum durant cette semaine. Donc, je demandais aux étudiants de venir avec des lunettes de soleil et surtout de s'enduire les parties exposées de leur corps de crème solaire. Je peux vous dire que le lendemain, il y a des gens qui sont venus voir les apparaiteurs en leur demandant s'ils n'avaient pas de la crème solaire parce qu'ils avaient oublié la leur. Et vous n'avez pas eu de réponse à un mail comme ça? Je veux dire, non. Je me souviens l'avoir reçu. Donc, avoir reçu un mail comme ça, c'était assez fou. Mais alors, Donc là, j'essaye de réfléchir. Je n'ai pas regardé quand tombait le 1er avril cette année. Mais... un mardi. Un mardi. Dans les traditions universitaires, il y en a une que j'avais instaurée moi, pour accueillir les nouveaux collègues. Alors, les sympas. Tu veux parler du goudron et des plumes? Ah non, pas du tout. Non, ça, c'est quand ils s'en vont. Du Phidias. Ah oui. Du Phidias, qui était la boîte de nuit. D'accord. Ouais. Notre Macumba. Notre Macumba, voilà, dirigé de main de maître par Boudul, nain à roulette. et Serge, si tu nous entends, je te salue. Tout pareil. En fait, quand on avait un jeune collègue qui était nommé, je l'ai emmené au Phidias pour sa première soirée d'intégration. Alors, évidemment, le Phidias était bondé d'étudiants. C'est où, à peu près, dans Clermont-Ferrand? Orsine. Ah non, c'est Orsine. C'était à l'époque, les boîtes de nuit, c'était à l'extérieur. Et donc, il fallait être motivé. Avec un SAM. C'était plein. Ah non, c'était extraordinaire. À l'époque, on avait quand même des voitures qui rentraient toutes seules. Oui. Les fameuses. Alors d'ailleurs, il y a eu, pour l'anecdote, puisqu'on parle d'anecdote... Il y a prescription, ne le faites pas. Je ne dirai pas son nom, mais on a un copain qui a été gratifié du surnom de Dr Pi. Pourquoi? Parce qu'à la descente, au retour du Phidias, Galaxy, il est arrêté, contrôle d'alcoolémie, 3,14. Ah, c'était violent quand même à l'époque. Ouais. C'était violent. Alors, il ne faut pas reproduire ce genre de cascade. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est effectivement dangereux pour la santé. Prudemment. Et donc, le Phidias, c'était le lieu, en fait, où quasiment la totalité des étudiants clermontois allaient régulièrement au Phidias. Voilà. Avec un parc magique, magnifique, une boîte de nuit qui donnait sur l'extérieur. C'était avec des grandes vitres. Et donc, j'amenais le collègue en disant, écoute, tiens, je t'invite à boire un verre, on va aller dans un endroit qui est très bien fréquenté, etc. Et on allait au Phidias. Je m'appellerai l'émeute qu'il y a eu à l'occasion de l'arrivée d'un certain Didier Poracchia. Dit Ken le mardi de Barbie. Ken, voilà, surnommé Ken. Et on est rentrés dans la boîte de nuit tous les deux. J'ai cru qu'il allait y avoir une émeute. Et il est resté jusqu'à 3h du matin quand même. Je l'ai ramené péniblement. Enfin, lui, il était pénible à ramener. Oui, parce que c'était le grand truc. Il se souvenait de monter, les jeunes collègues. Là, c'est ça. Et je mets dans les cendres. Ils se souvenu du retour. Alors, j'ai appris que notre ami Didier aimait bien le bourbon caramel. Voilà, c'était la boisson du moment. Mais le Malibu ananas, et après, il y a eu le bourbon au caramel. Et oui, c'était une belle boîte de nuit. Effectivement, tout le monde y est passé un jour. C'était les célébrités qui venaient à Clermont pour des concerts, finissaient au Phidias. C'était quand même l'endroit, the place to be, comme on dit. Voilà. Sinon, on a eu des activités universitaires aussi, quand même. Oui. Ah, on n'a pas fait que... Oui. Je me rappelle d'un colloque à Cologne. Oui. Oui. Avec cette expression que j'utilise toujours désormais, mais qui m'avait marqué. Un colloque à Cologne. Sur les privatisations. Ouais, organisé par, de notre côté, il y avait
Jean-Pierre Massias, Christine Bertrand, Jacques Prévost. Jacques Prévost. Et de l'autre côté, le professeur Luderitz, qui était l'archétype de l'allemand prussien. Vous le regardiez, vous voyez le casque à pointe. Bon, vraiment quelqu'un de très... Luderitz. Voilà, l'allemand dans toute sa rigueur, etc. On arrive là-bas et il nous demande comment on a prévu le temps de passage, parce que les Allemands avaient leur programme extrêmement bien structuré, etc. Et nous, on arrive en groupe et on les dit... En bande. On n'a pas encore... Il nous regarde, fait un soupir, il dit « Ah, l'improvisation à la française !» Eh bien oui, mais ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, on n'a pas été meilleur qu'eux. Eh ben, l'improvisation à la française, c'est notre génie. C'est quoi cette histoire de Spiskin décoré avec fantaisie? Les Français, oui. Les Français, c'est vrai. Improvisation, vous avez des piscines décorées avec fantaisie. C'était dans son exposé, voilà. Oui. Particulier. Oui, mais nous avons beaucoup... Et c'est dans le même, tu mentionnais Jacques Prévost, qui était aussi extraordinaire. Il nous accompagne dans cette virée. Alors lui avait pris sa voiture, dîner de gala, et il parle assez bien allemand. Il y a un collègue allemand qui lui pose la question, mais vous parlez très bien allemand, vous avez pris allemand où? Et lui dit, dans un camp de prisonniers. L'ambiance était quand même assez froide. Ça jette un froid. Ça jetait un froid. On parlait de ce magnifique métier d'enseignant-chercheur. Un des très très beaux aspects, c'est bien évidemment les échanges et les colloques, notamment les colloques internationaux. Ça, on fait toujours de belles rencontres. Bon, je me souviendrai il sera là dans 15 jours. Rencontrer un collègue qui est devenu un ami, dit le doyen aujourd'hui, Dimitri Oussef. On se retrouve à Trèbes, le soir, dans une cave où ils nous font déguster les vins de la Moselle. Et moi, je ne connaissais pas grand monde. J'étais jeune universitaire. Et on est avec notre vin. Et là, je sors la phrase magique. On le fait goûter. Et là, je dis, il a un petit goût de pomme. Et il y a quelqu'un qui a répondu, il y en a. Et là, voilà. Et ça a été le début d'une belle amitié de pratiquement 20 ans. Parce qu'en fait, les étudiants, enfin, ça d'ailleurs, c'est pas propre à votre génération, je trouve que ça a toujours été le cas. Les étudiants, on voit les universitaires sous un angle, je dirais, unique. Ils les voient uniquement dans le cadre de leur fonction professionnelle et ils imaginent absolument pas ce que peut être leur passion, leur vie à côté. Oui, pour ça, il faut venir au gala. Ah Mais c'est vrai que c'était toujours à la fois touchant et amusant de rencontrer les étudiants en dehors du cadre. L'année dernière, fête du droit à Vannes. On est avec trois doyens, Laurent Gamet, Dimitri Youtsef et l'ancien doyen de Lille, Jean-Gabriel Contamin. Et on fait la tournée des bars, voilà. Et on tombe sur le bar où il y avait les étudiants. D'accord. Qui ont été d'ailleurs se coucher avant nous. Oui, ils ont changé de bar, peut-être aussi. Et non, mais on a passé un beau moment. Et c'est là où il y a des échanges qui sont un petit peu moins formels. Et puis, oui, ça casse un petit peu la glace, si glace il y a. Monsieur le doyen, pour conclure, je vous propose que nous parlions un peu plus des travaux et du futur de ce bâtiment que j'évoquais en introduction. Alors, le futur demain est pratiquement déjà là. Il faut savoir que ce bâtiment est la propriété de l'université Clermont-Auvergne, puisque à l'époque l'UDA a été une des premières universités à opter pour la dévolution de son patrimoine immobilier. Et donc dans ce cadre, l'université a mis en place un plan ambitieux de rénovation, notamment des bâtiments du centre-ville, dans une optique essentiellement d'économie d'énergie. Et puis, il faut bien dire que le bâtiment qui était un petit peu dans son jus avait besoin d'être un petit peu rénové. Donc le projet a été lancé il y a maintenant
2 ans. C'est un marché global, performance énergétique, qui va nous permettre d'économiser 51% en flux d'énergie. Et c'est le groupement Dumez Auvergne-Vinci qui a emporté le projet avec Monsieur Marcillon comme architecte, celui qui fait aussi, entre autres, l'Hôtel-Dieu. Donc c'est un projet alors à la fois ambitieux et qui pourrait, sur certains aspects, pour tout un chacun, paraître un petit peu décevant parce que ce bâtiment, vous le savez, est classé. Architecture remarquable du XXe siècle, et ce qui fait que les marges de manœuvre sont extrêmement limitées. On n'a pas le droit de modifier l'aspect extérieur. Donc, vu de l'extérieur, avant et après travaux, ça sera à peu près la même chose. De même que le hall doit être alors rénové mais maintenu avec sa physionomie actuelle. L'amphi Michel d'Hospital sera rénové, mais on gardera les 2 pans de lambris, etc., etc. Et vous mentionnez tout à l'heure les fresques qui sont dans la BU, qui nous posent un problème parce que, je lis, l'enjeu c'est d'isoler ce bâtiment. Isolation qui ne peut pas se faire par l'extérieur, donc qui se fait par l'intérieur, sauf que pour la BU, l'intérieur, il y a les fresques. Donc là, l'impossible nul n'est tenu, on va avoir des murs qui ne seront pas isolés, donc il y aura un petit peu de trou dans la raquette parce que ça coûterait trop cher de découper les enduits avec les fresques, c'est inenvisageable, donc on fera avec. Alors, un projet ambitieux, même si les transformations ne seront pas aussi évidentes que ça. Alors, il y en aura quand même, on aura un très beau hall, et surtout le point très très positif, c'est que dans le cadre de ce projet, nous avons tenu à augmenter, alors c'était pas très difficile parce qu'on partait à peu près de zéro, la surface destinée à la vie étudiante. C'était un des gros points noirs, et je pense que vous allez bien évidemment corroborer cela. Absolument. De ce bâtiment, il n'y avait pas de place dédiée pour le travail des étudiants hors la BU, et encore la BU, il n'y avait pas beaucoup de Oui, quelques place. tables en couloir des amphis, mais Donc rien n'était fait pour maintenir les étudiants dans le bâtiment. Or, un des objectifs de cette rénovation de centre-ville, c'est de créer un véritable esprit de campus entre tous les bâtiments du centre-ville avec la mairie pour qu'il y ait une véritable vie de campus. Or, la vie de campus passe par le maintien sur site des étudiants. Donc là, on va avoir au niveau de l'entresol, où il y a l'administration actuelle, la création d'un foyer avec des bureaux pour les associations étudiantes, même si le BDE gardera son local historique. Voilà. Donc, il y aura un changement de distribution. L'administration monte au deuxième, pardon. Voilà. Donc, c'est 2 ans, tout compris, de travaux. Nous avons décidé de faire ces travaux non pas en site occupé, mais en site libre. Donc, c'était le seul moyen de garantir à peu près le maintien des délais annoncé par l'entreprise. Donc, nous allons être pendant 2 ans, nos étudiants vont être pendant 2 ans des étudiants de master, des juristes sans domicile fixe. On va être éclaté un petit peu façon puzzle. Alors, bon, ça peut paraître un petit peu terrifiant, mais ça se passera bien. On a le bâtiment de la Rotonde, là on a fait des projections, la plupart des cours pourront être assurés à la Rotonde. Donc, retour aux sources pour les juristes. Voilà, on n'aura pas à aller trop dans d'autres bâtiments. Bon, l'administration est hébergée par la fac de lettres. Ça va être une cohabitation qui va être sympathique. Et la BU et les bureaux des enseignants, c'est l'enseigne bibliothèque Lafayette. Lafayette, oui. Qui va les héberger. Donc, oui, 2 ans. Alors, il y aura un enjeu. Il y a vous et vos successeurs auront un rôle à jouer, parce que je pense que le risque majeur de cet éclatement, même si on va quand même concentrer les cours dans un seul point, c'est la dilution du lien social entre les enseignants, entre les étudiants, avec l'administration, l'éclatement des centres névralgiques
peut créer une distance. Et donc là, il va falloir se montrer encore plus imaginatif pour maintenir ce lien. Et là, je compte beaucoup sur les associations étudiantes, que ce soit les associations de master, le BDE, l'ISIAS, etc., pour maintenir ce lien pendant ces deux années qui vont être, je dirais pas difficiles, mais qui... atypiques, voilà, c'est ça. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et que dans 2 ans, on aura vraiment un très bel outil. Oui. Même si les étudiants retournent à la rotonde, vous pouvez nous assurer, personne ne traversera l'amphithéâtre en moto ou importera de voiture ou fera tomber de billes, c'est bon. Avec le nouveau bâtiment de la rotonde, ça va être difficile. Ça va être compliqué. Alors, en moto, oui, mais en voiture, je vois pas comment. Ouais, parce qu'en moto, oui, sur l'amphi A1, il peut rentrer. Il peut rentrer. Le problème, c'est que contrairement à l'amphi X, il n'y a pas de sortie de l'autre côté. Et puis, il y a des Donc il faudra arriver à braquer pour tourner. Ça va être difficile. Bon, on mettra ça au point pour le 1er avril. Je compte sur vous. Vous pouvez le faire aussi en girafe. Oui, bien sûr. Bien, écoutez, monsieur le doyen, monsieur Valette, je vous remercie pour votre présence et pour vos précieuses anecdotes. Tout le plaisir Ce était fut pour un nous. vrai moment d'échange très agréable pour moi. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée et je dis à nos auditeurs à plus tard. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Et à l'époque, j'ai eu des Subaru Impreza. On l'entendait arriver de loin. Alors, Mais vous avez eu combien de vies par contre? Parce que... j'ai plein de vies. Et j'avais acheté en fait les Pescars du circuit de Charade. Les deux étaient Pescars du circuit de Charade. Alors, ils étaient préparés. Oui. Et la deuxième en particulier, je l'avais fait monter une ligne d'échappement. J'étais parti au Menacé-sur-Gazeille, dans un petit atelier qui s'appelle Madac, qui était le spécialiste de la ligne d'échappement inox à l'époque. Il m'avait monté une ligne. Ah. Elle a aspiré. J'avais gagné 12 chevaux sur la voiture, rien qu'avec la ligne. On savait que Et quand je venais, parce qu'on t'entendait et j'arrivais très loin. avec la soube, j'arrivais à la fac. Voilà. Ah oui, alors qu'aujourd'hui, on vous arrive en scooter. Enfin, Ouais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben la Porsche, elle se voit trop. Parce que j'ai plus de soube. Par contre, j'ai une Porsche. Mais il y a un parking souterrain. Ouais, mais elle est orange. Je rappelle que nous partageons le bâtiment avec l'ENFIP. Oui, mais Mon voisin peut peut-être éviter non, les la contrôles Porsche, fiscaux. Non, Oui, mais alors là, Les oui. signes apparents de richesse. c'est pas, non, Oui. c'est pas ça, vaut pas très cher ces trucs-là. Hein. Oui, C'est des gros jouets. la Hein. pièce est fermée, vous savez, on est entre nous. Hein. Mais là, c'est une voiture qui a 20 ans. Hein. La Porsche, elle a 20 ans.